Bienvenue à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, premier volet de notre semaine sur l'engagement politique du Cameroun en faveur de ces jeunes. Également au programme de cette émission, la visite du secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon au Burundi pour tenter de trouver une issue à la crise qui perdure depuis le mois d'avril dernier. Et puis l'actualité de ce lundi 22 février, c'est également la Côte d'Ivoire qui a remis un ex-membre du RSP ainsi que 2 civils au Burkina Faso. Et pour analyser ces thèmes, nous recevons sur notre plateau notre invité, Monsieur Raphaël Elono. Bonsoir, Monsieur Elono. Oui, bonsoir Madame et merci de m'avoir invité. Merci à vous. Vous êtes écrivain. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et nous recevons également nos éditorialistes, Samuel Gembok. Bonjour. Merci Anne-Marie. Bonsoir. Bonsoir. Et Jean-Marie Bitomo. Bonsoir Anne-Marie, bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Bonsoir Jean-Marie. Tout de suite, l'actualité du jour. Je vous le disais en titre, Ban Ki-moon est au Burundi depuis ce lundi pour tenter de débloquer la crise dans laquelle est plongé le pays des Grands Lacs depuis la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un 3e mandat. Alors le secrétaire général des Nations Unies qui a eu des entretiens ce lundi avec des leaders des partis politiques, des ONG, ainsi que Alain-Aimé Nyamitwe, ministre burundais des des Relations extérieures. Des entretiens en prélude à une réunion ce mardi avec le président Pierre Nkurunziza. Les détails du programme de Ban Ki-moon au Burundi avec ce sujet de Gladys Mwamba. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, en visite au Burundi. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon, est en visite officielle au Burundi du 22 au 23 février 2016. Pour le représentant de l'ONU, l'objectif est double. Éviter que le pays ne retombe dans un conflit de guerre civile comme celui connu il y a 10 ans et sortir le pays de la spirale de violence qu'il connaît depuis la réélection pour un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza en avril 2015. Le Burundi est dans une crise qui dure depuis bientôt plus de presque 1 an et qui a déjà fait plusieurs centaines de morts. On a plusieurs milliers de jeunes qui sont dans les prisons. On a plus de 220 000 réfugiés dans les pays voisins. On a des discours de la haine à la radio nationale. Pour les Nations Unies, l'enjeu est de persuader le gouvernement burundais à entamer un dialogue inclusif et sans condition avec l'opposition. Une autre des préoccupations de l'institution internationale est la question du respect des droits de l'homme et la protection des populations civiles. Le représentant de l'ONU tentera de convaincre le chef de l'État burundais d'accepter l'envoi de la mission africaine pour la protection et la prévention au Burundi, la MAPROBU. Nous imaginons qu'il va s'employer à ce que les autorités du pays puissent agir sur 2 volets. Le premier volet, c'est d'abord ramener rapidement la paix et la sécurité. Et deuxièmement, c'est que justement, par rapport à la situation politique qui prévaut, qu'il puisse également faire infléchir les autorités de ce pays à pouvoir accepter de se mettre sur la table des négociations. Malgré l'impasse des négociations interburundaises entre le parti au pouvoir et l'opposition le 20 février 2016, le procureur général burundais a annulé des mandats d'arrêt internationaux lancés contre 15 personnalités, dont plusieurs leaders de l'opposition, sur les 34 qui faisaient l'objet de poursuites. 2 radios privées fermées depuis mai 2015 ont également réouvert leurs portes sous autorisation du gouvernement pour engager au dialogue interburundais une délégation de 5 hautes personnalités africaines, dont 4 présidents, mandatés par l'Union africaine, devraient se rendre dans la capitale Bujumbura d'ici le 28 février 2016. Jean-Marie Bitomo, la visite de Ban Ki-moon au Burundi est-elle synonyme finalement de l'échec de la médiation de l'Union africaine ? C'est une évidence, dans la mesure où les chefs d'État africains ont pris pour position de ne pas intervenir. Ne pas intervenir au Burundi. Je viens d'écouter le reportage. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que, moi, ça me donne les réminiscences par rapport à ce qu'il y a eu au Rwanda, à savoir que, à travers la radio, on est en train de lancer des appels, si vous voulez, à chasser, si vous voulez, sous le camp d'en face. Et ça, c'est un mauvais signal de mon point de vue. Dans le reportage, dans le même temps, je peux dire que les démarches diplomatiques peuvent donner quelque chose dans la mesure où on vient de nous dire que les mandats d'arrêt internationaux qui avaient été lancés contre les membres de l'opposition ont été retirés par la justice burundaise et que dans un second temps, vous avez des négociations. Le fait que
le secrétaire général des Nations Unies arrive sur place, de mon point de vue, ça démontre vraiment à quel point nous les Africains, c'est-à-dire nous restons toujours dans une espèce, c'est-à-dire nous restons des éternels enfants. Je n'arrive pas à comprendre pour quelles raisons est-ce que l'Union africaine n'a pas pris les moyens nécessaires pour pouvoir stopper éventuellement ce qui peut se passer au Burundi. Jean-Marie, en même temps, l'Union africaine a envoyé le président Museveni dialoguer avec Pierre Nkurunziza. Est-ce qu'il n'y a pas faute dès le départ finalement ? Le président Museveni, je ne jugerai pas, si vous voulez, de la personne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Ça fait depuis combien de temps que vous avez le président Museveni qui est en place? Dès l'instant que vous avez la partie d'en face, à savoir que le pouvoir burundais n'a pas besoin... Carrément, qu'est-ce qu'ils ont le message à l'Union africaine, c'est le suivant, c'est que nous n'avons pas besoin de troupes étrangères sur notre territoire. Donc à partir de là, le fait que l'Union africaine se range, si vous voulez, malgré ses injonctions, aux affirmations du président burundais, ça me semble être un échec. Maintenant, on est obligé de faire appel à l'extérieur pour qu'on puisse trouver une voie, une solution. Et encore, de mon point de vue, les solutions qui seront trouvées ne seront pas, de mon point de vue, efficaces, tout simplement pourquoi c'est une assistance, tout simplement. On mettra des forces armées, ce sera uniquement pour assister. J'ai entendu ça et là qu'il faut former, si vous voulez, la police, si vous voulez. Qu'est-ce qu'elle a comme fonction? C'est de pouvoir mater l'opposition, tout simplement. Samuel, Jean-Marie a mentionné l'opposition, c'est essentiellement l'opposition dans la diaspora, en tout cas l'opposition à l'étranger, on pense notamment au Sénarède. Est-ce qu'il est envisageable vraiment, puisque c'est l'un des objectifs, en tout cas de la visite de Ban Ki-moon, que le gouvernement de Pierre Nkurunziza accepte un jour de dialoguer avec cette opposition qu'elle qualifie de putschiste? Je pense que le gouvernement de Pierre Nkurunziza est suffisamment clair sur les conditions qui doivent présider à une éventuelle ouverture du dialogue politique au Burundi. Il faut déjà savoir que depuis plusieurs mois, le gouvernement de Nkurunziza sait qu'il y a un dialogue. À partir du moment où Agatha Rwanda, l'une des figures de l'opposition, s'est ralliée à la cause, je dirais, du gouvernement, donc a accepté de participer au Parlement, en est devenu le vice-président de l'Assemblée nationale. Pour le gouvernement de Pierre Nkurunziza, le dialogue politique au Burundi a été entamé. Maintenant, est-ce que cela suffira à ce que la paix revienne au Burundi? Je n'en suis pas sûr, parce que la preuve, c'est que depuis que ce dialogue, du point de vue gouvernemental, a été entamé, on n'a pas vu les avancées en termes de stabilisation du pays. Au contraire, on aboutit à une radicalisation de l'opposition. Il y a une bonne frange de la société civile qui s'est ralliée à la cause de l'opposition pour dénoncer justement. Les officielles qui se sont formées et qui disent qu'elles sont prêtes à attaquer le gouvernement. Oui, plus le gouvernement se radicalise, plus le gouvernement reste cramponné sur ses positions, plus la rébellion se radicalise aussi et va chercher les moyens les plus importants, à la fois sur le plan matériel et sur le plan militaire, pour pouvoir peser sur le plan militaire dans la stabilisation ou la négociation entre les deux parties. Maintenant, est-ce que l'arrivée de Ban Ki-moon va changer grand-chose? J'espère que ça va changer grand-chose, mais en tout état de cause, il faut une intervention beaucoup plus musclée, il faut des sanctions, qu'elles soient diplomatiques, qu'elles soient économiques, militaires, financières, pour que le gouvernement de Pierre Nkurunziza ne puisse plus avoir suffisamment de moyens pour payer ces gens qui passent tout leur temps à mater la population. Et donc, quand on accuse le Rwanda de faire pression ou de former des rébellions, c'est une diversion selon vous ? Pour ma part, je pense que à partir du moment où l'Union africaine est incapable d'envoyer une force militaire, il faudrait peut-être que l'Union africaine puisse s'appuyer sur des pays qui sont plus volontaires et qui peuvent apporter un soutien opérationnel à cette rébellion. On ne peut pas tolérer, je pense qu'on ne peut pas continuer à tolérer au XXIe siècle et en 2016 un individu qui protège son fauteuil présidentiel au détriment d'immenses majorités de la population. On ne peut pas laisser ce genre de choses. Il faut trouver des moyens, qu'ils soient conventionnels ou pas, il faut mettre fin à cette dérive. Merci beaucoup. L'actualité africaine, c'est également l'extradition ce dimanche 21 février de l'adjudant-chef Moussa Nebié, l'ancien membre du régiment de sécurité présidentielle du Burkina Faso. Il s'était réfugié en Côte d'Ivoire suite au putsch manqué du 16 septembre 2015. C'était contre les autorités de transition burkinabé. Eh bien, celui que l'on surnomme Rambo a été extradé vers son pays d'origine en compagnie de 2 civils, également d'origine burkinabé. Les détails
de ce transfèrement avec Alioune Gando. Moussa Nebié dans les filets des forces de l'ordre burkinabé. Surnommé Rambo, Moussa Nebié, ancien adjudant-chef du régiment de sécurité présidentielle, à l'origine de la tentative manquée de coup d'État de septembre 2015 à Ouagadougou, a été arrêté en Côte d'Ivoire le 19 février 2016. Avec lui, Abdoul Kader Sawadogo et Ali Koné, 2 civils. Ils ont tous les 3 été extradés le 21 février au Burkina Faso et remis à la justice du pays des hommes intègres. Je crois que la justice est déjà un minimum qui doit être rendu, aussi bien pour les victimes que pour le Burkina Faso lui-même. La seule particularité de Nebié Moussa dans cette affaire, c'est qu'il était parti avec quelques hommes hors du pays et cela représente une menace sécuritaire pour le Burkina Faso. Et c'est plutôt à ce titre qu'il est intéressant de considérer sa reddition. Ce 22 février 2016, Alpha Bari, nouveau ministre des Affaires étrangères burkinabé, se rend à Abidjan, la capitale ivoirienne. Il s'agira du premier voyage officiel d'un membre du nouveau gouvernement en Côte d'Ivoire. L'arrestation et l'extradition de Moussa Rambo Nebié est une preuve de la bonne coopération politique et sécuritaire entre les deux pays. Point intéressant également dans cette affaire, c'est que on assiste à un début de mise en œuvre de l'option diplomatique dont les 2 chefs d'État avaient parlé lors du sommet des chefs d'État à Addis Abeba le mois dernier. Là, on constate que la Côte d'Ivoire matérialise sa volonté de coopérer avec les autorités judiciaires burkinabées et ont donc arrêté un élément des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso et l'ont remis aux autorités burkinabées. Donc on constate donc le début de matérialisation de ce que les 2 chefs d'État avaient annoncé. Pour rappel, le 16 septembre 2016, Michel Kafando, président de la transition burkinabé, a été victime d'un putsch mené par le RSP, dirigé par Gilbert Diendéré. Une médiation de la CEDEAO conduite par les présidents sénégalais et béninois, Macky Sall et Thomas Boniyahi, avait permis le rétablissement des autorités de la transition dans leurs fonctions. Alors Raphaël Enono, ces extraditions, selon vous, elles tombent à pic au vu des mandats d'arrêt internationaux contre Blaise Compaoré et Guillaume Soro? Oui, elles tombent très bien pour une fois où le peuple s'est soulevé pour chasser un dictateur. Je crois qu'il est ceux qui reviennent après, qui veulent réinstaller l'ancien régime pour continuer à commettre leurs forfaits, c'est pas tolérable. Donc il faudrait que ces gens-là soient punis, qu'ils passent devant le tribunal de la République, qu'ils soient punis. Parce que en Afrique, moi je comprends pas. On a l'impression que le sadisme est dans nos gènes. Chaque fois qu'on doit torturer le peuple, qu'on doit faire n'importe quoi, il y en a qui sont très contents, mais ces gens-là vont vous tenir de grands discours sur la nation, sur la République, alors qu'ils sont très loin d'être des républicains. Ils ne pensent pas à la nation, ils ne pensent qu'à leurs intérêts personnels. Et c'est dommage. C'est le même problème qui se passe avec le Burundi aujourd'hui, où un monsieur s'accroche à son fauteuil, on ne sait pas trop pourquoi. Bon, on comprend bien que le pouvoir, c'est une espèce de drogue. Quand on a commencé à prendre cette drogue-là, on ne veut pas vite lâcher. Juste une anecdote pour chuter. J'ai un ami qui a travaillé longtemps en Centrafrique. Il était à la garde rapprochée de Ange Patassé. Et il me raconte ceci, il me dit qu'un matin, le président se fait servir son café et il lui dit petit. Tu vois, dans ce fauteuil-là, on a tout. On est servi comme un roi. Et après, vous allez nous demander de partir. C'est pas normal. Vous voyez un peu dans quel esprit nous... Merci beaucoup pour cette anecdote. Jean-Marie, Abidjan joue-t-elle la carte de l'apaisement ? Je pense qu'Abidjan a intérêt à jouer la carte de l'apaisement, tout simplement. Pourquoi ? Parce que la Côte d'Ivoire doit compter sur ses voisins pour assurer sa stabilité et sa croissance économique, qui est une bonne croissance économique en ce moment. Donc partant de là, le fait que vous ayez des méfaits qui ont été commis, si vous voulez, au Burkina Faso, alors que le Burkina Faso, on parle souvent de peuple en Afrique. Le peuple burkinabé a montré aux Africains qu'ils sont capables de se soulever et de pouvoir prendre leur avenir en main. Donc je pense que de mon point de vue, il est de l'intérêt de la Côte d'Ivoire de veiller à la stabilité de la région. Et c'est un des voisins privilégiés, si vous voulez, de la Côte d'Ivoire dans la zone. Donc il est tout à fait logique, même ne serait-ce que par l'équité, par la justice par rapport à ce qui s'est passé. La démarche qui a été entreprise par le Burkina Faso, qu'elle soit suivie
par la Côte d'Ivoire, c'est quelque chose qui est intéressant dans la mesure où, à la limite, on sait maintenant, bon, il y a un cas qui reste entre guillemets, hein, parce que là, pour l'instant, on a extradé un membre de la RSP. Maintenant, qu'en est-il, si vous voulez, de la demande d'extradition de la personne principale, de Soro? Qu'est-ce que ça va donner comme parole? Exactement. On peut se poser cette question-là, Anne-Marie, à savoir que, bon, où est-ce que nous allons finir, si vous voulez, avec tous ces cas-là, qui sont des cas, si vous voulez, qui sont pendants d'un côté comme de l'autre. Guillaume Soro, ça a été prouvé internationalement, parce qu'au début, on nous a dit non, si vous voulez, bon, la voix, c'est pas la voix de Guillaume Soro. Donc, ça veut dire que les experts français ont confirmé que c'était effectivement lui. Et maintenant, qu'est-ce que ça va donner de l'autre côté, c'est-à-dire dans la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso? Et de mon point de vue, j'estime que c'est un premier pas, mais la Côte d'Ivoire en sortirait grandie d'aller jusqu'au bout du processus et non pas de s'arrêter en chemin. Parce que ce serait un signal envoyé, si vous voulez, à l'ancien des chefs d'État africains. Généralement, les gens de l'Afrique de l'Ouest font pas mal des choses. On a vu dans cette médiation-là, c'est-à-dire le poids de Macky Sall, le poids du président Boni Yayi, qui a stabilisé, si vous voulez, la scène assez rapidement après ce semblant de coup d'État-là. Et à partir de là, j'espère bien que la Côte d'Ivoire, en tant que leader en Afrique de l'Ouest, fera le nécessaire pour aller au bout de la procédure sans pouvoir privilégier un parti ou un autre. Samuel Gembok, un renforcement vraisemblable des liens, en tout cas de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les deux présidents d'ailleurs de ces pays respectifs s'étaient rencontrés en marge du sommet de l'UA à Addis Abeba. Ils avaient parlé de relations de confiance. Est-ce qu'on peut également entendre ou en tout cas interpréter ceci par une volonté des deux parties de sécuriser les frontières, notamment au vu de la menace terroriste ? Oui, il y a plusieurs éléments qui concourent à renforcer cette collaboration entre les deux pays. Ils ont un héritage historique et diplomatique qui est intense entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et ce sont des peuples frères, bien évidemment. Donc je pense qu'il est important de stabiliser les deux pays. Jean-Marie a très bien relevé que la Côte d'Ivoire a connu des succès économiques au cours de ces dernières années et que ce serait bien dommage que la Côte d'Ivoire n'arrive pas à protéger ses acquis sur le plan économique. Maintenant, il faut vraiment mettre en place une fondation qui permette d'assurer la protection de ces avancées économiques en termes de modernisation des infrastructures, mais aussi d'assainissement de la vie politique ivoirienne. Parce que cette vie politique, elle est entachée de beaucoup de sang. Il faut mettre fin à toutes ces petites querelles qui ont amené certains à se positionner grâce à la mafia, à la petite politique. Donc il faut que les uns et les autres, que ce soit du côté gouvernemental ivoirien ou du Burkina Faso. C'est un signal fort en tout cas de la part de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est un signal fort, mais encore il faut aller plus loin. Il faut vraiment aller plus loin, il ne faut pas se limiter à ce niveau. Il faut utiliser les instruments diplomatiques qui peuvent être mobilisables d'un côté comme de l'autre, mais aussi renforcer la coopération. Il faut qu'il y ait une dépendance économique entre les deux pays pour que l'un ne puisse plus s'immiscer dans les affaires de l'autre pour la déstabilisation. Car si on déstabilise la Côte d'Ivoire, c'est le Burkina Faso qui en pâtira sérieusement. Merci beaucoup. Et on mentionne que notamment le président burkinabé Kaboré est attendu dans les prochains mois, en tout cas en Côte d'Ivoire. Jean-Marie, vous voulez réagir? Une chose, je voudrais réagir, c'est-à-dire par rapport à notre débat là. Vous avez le président ivoirien qui a dit qu'il ne devait plus extrader, si vous voulez, les Ivoiriens vis-à-vis de la CPI. Il a montré cet exemple-là. Mais maintenant qu'il montre l'exemple qu'en Afrique, l'Afrique est suffisamment grande pour pouvoir juger, si vous voulez, les anciens chefs d'État qui ont commis des méfaits. Et moi, j'attends là-dessus de voir comment le président Ouattara agira, si vous voulez, sur ce cas précis-là. L'avenir nous le dira. En tout cas, c'est un point très très pertinent. Nous allons à présent marquer une courte pause. L'Africa Newsroom reprend dans quelques instants.